Bien. On nous voici arriver au terme d'un banquet qui aura été varié et copieux. Et les intervenants de cet après-midi nous suggèrent que ce banquet va se terminer, sinon par un pouce-café, du moins par un petit schnapps de framboise, pour faire honneur et à la ville et au sujet. Donc je vais d'abord donner la parole à Jacob Rogozinski, que tout le monde connaît ici, que je remercie une fois de plus. Ensuite, nous écouterons Jörn Herzog. Excusez-moi. Frédéric Neyrat, qui devrait arriver. Frédéric Neyrat, qui nous vient de Lyon et qui fera son intervention sur le passage de quelques images à travers une assez courte unité de temps. Alors, puisqu'il est question de temps, je vais être aussi obligé, c'est quelque chose de pénible, ma foi nécessaire, d'être assez dur dans la répartition des temps, puisque nous voudrions commencer la projection du film de Guy Debord, Ingirum, vers 6h15. Donc je vais essayer de maintenir 3 quarts d'heure maximum par intervenant, pour essayer de ménager quelques questions après les 2 premiers intervenants. Donc je vais donner la parole dans quelques secondes à Jacob. Ensuite, immédiatement, ce sera donc Frédéric Neyrat qui parlera. Et je donne immédiatement la parole à Jacob Rogozinski. L'affaire paraît entendue. Dans l'antique querelle des iconophiles et des iconoclastes, Debord serait l'ultime héritier des briseurs d'idoles, une sorte de Polyeucte égaré au siècle d'Internet et de la télé-réalité. Iconoclaste jusqu'à l'absurde, à l'heure où triomphe le culte des images, platonicien attardé à l'heure de la déconstruction, dernier gardien d'une Atlantide à jamais engloutie. Et pourtant, cet adversaire de l'image se définissait aussi comme cinéaste. Et les 6 films qu'il nous a laissés réfutent par leur seule existence cette mauvaise réputation de métaphysicien qui s'était attachée à son nom. L'ennemi du spectacle faisait des films, et il lui semblait envisageable de se porter, je cite, sur le terrain même du spectacle cinématographique pour en renverser le langage. Il a soigneusement choisi des preuves iconographiques pour illustrer son panégyrique, et il est même allé jusqu'à affirmer dans la préface de ce livre, que, je cite, « La vérité peut se voir aussi dans les images. » La vérité peut se voir aussi dans les images. Alors ça, c'est, bon, vous le trouverez dans l'édition Quarto, page 1690. C'est l'avis qui précède le 2e tome de panégyrique. La vérité peut se voir aussi dans les images. Toute image n'est donc pas spectaculaire, c'est-à-dire trompeuse. Ce qui ne veut pas dire qu'elle puisse être vraie, mais seulement, et c'est déjà beaucoup, qu'elle peut donner à voir de la vérité. Comment cela? Ce contestataire, ce contempteur du monde, croyait encore en la vérité. Et il aurait accordé à des images, mais lesquelles? Le privilège de laisser paraître la vérité? En quoi consisterait-il cet autre régime de l'image qui serait déjouer les leurs du spectacle? On ne le redira jamais assez, la société du spectacle n'est pas une critique des masses médias, l'esquisse plus ou moins aboutie d'une médiologie. Bon, ça on l'a dit et redit tout au long de ce colloque, mais il faut toujours le reprendre, je pense. Si toute image n'est pas spectacle, la réciproque aussi est vraie. Le spectacle ne se réduit pas pour Debord aux techniques de production et diffusion d'images, qui n'en sont, disait-il, que l'aspect restreint, la manifestation superficielle. Dans sa détermination la plus essentielle, le spectacle ne coïncide ni avec le regard qui voit, ni avec l'image vue. Debord précise bien qu'il n'est pas identifiable au simple regard, même combiné à l'écoute. Ainsi, donc, on pourrait dire que comme le visage, selon Lévinas, le spectacle n'est rien de visible. Pourtant, ainsi que leur nom l'indique, spectacle et visage, spicere ou idere, appartiennent à l'ordre de la vision. Et Debord a pu le définir comme l'ensemble des dispositifs destinés à faire voir un monde qui n'est plus directement saisissable. Je renvoie au paragraphe 18 de la Société du spectacle. Mais c'est pour cela qu'il demeure invisible. Ce qui conditionne possibilité de l'expérience n'appartient pas à l'expérience elle-même. Et ce qui nous permet de voir se dérobe lui-même à la vue, comme la tache aveugle la rétine ou le teint du miroir. Le spectacle donc ne se donne jamais à voir, précisément parce qu'il fait voir, parce qu'il constitue aujourd'hui tout l'horizon du visible.
Ainsi, la distinction entre le spectacle et l'image est donc absolument nécessaire et en même temps intenable. Si, bon, pour reprendre la thèse bien connue, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social médiatisé par des images, ça peut signifier aussi qu'il se donne toujours comme image, par la médiation d'un ensemble d'images. Comme vous le savez, les iconophiles de Byzance définissaient l'icône comme l'image visible du Dieu invisible. De même, les idoles et les icônes du spectacle, au sens restreint et médiatique de ce terme, sont-elles les images visibles du spectacle invisible, qui les réengendrent constamment pour les faire déferler sur le monde. C'est la relation entre ces deux dimensions du spectacle qu'il va falloir analyser, aussi difficile à comprendre, aussi rebelle au concept que pouvait l'être pour le croyant la présence réelle du Christ dans l'hostie. On a parfois reproché à Debord le caractère trop flexible, insaisissable et même contradictoire de son concept de spectacle. Bon, c'est ce que fait par exemple notre ami Anselm Miap. Il y a donc matière à discussion. Au concept qui, vous le savez, semble désigner indifféremment les masses médias, la publicité, l'idéologie matérialisée, le fétichisme de la marchandise, un nouvel avatar d'illusion religieuse et ainsi de suite. Voilà. Donc concept trop fluide, trop compréhensif pour vraiment comprendre quelque chose. Or, Debord avait déjà répondu à ce genre d'objection en soulignant que ce concept, je le cite, unifie et explique une grande diversité de phénomènes apparents. Son caractère totalisant est justement le garant de sa vérité. Donc voilà, donc on a parfois reproché à Debord le caractère trop flexible et insaisissable de ce concept. Et il avait déjà répondu à ce genre d'objection en soulignant que ce concept unifie et explique une grande diversité de phénomènes apparents. Ainsi, son caractère totalisant est le garant de sa vérité. Les contradictions apparentes du concept sont celles de la réalité qu'il permet de penser, celle d'une société spectaculaire, à la fois unie et divisée, qui édifie son unité sur le déchirement. Là, je cite toujours la société du spectacle. Bref, ce n'est pas son concept critique, c'est le spectacle lui-même qui se dérobe et se rend insaisissable. Ni visible ni invisible, transcendant toute image en se donnant seulement à travers des images, il ne se laisse définir comme le Dieu caché des théologies négatives que par une série de négations. La théorie critique du spectacle sera donc une théorie dialectique, qui ne se détourne pas de la contradiction et du négatif en disant que ce n'est rien ou que c'est faux, mais qui les porte à la plus haute puissance du concept. La fluidité, la plasticité nécessaire de ce concept vaut déjà par elle-même comme une réfutation de la fausse éternité immuable du spectacle. Elle conjure cette phase de Méduse qui pétrifie et réifie, je cite, tout ce qui existait dans l'activité humaine à l'état fluide pour le posséder à l'état coagulé. Dialectique, ce concept l'est aussi pour une autre raison, parce qu'il est réversible, qu'il rend compte de ce passage en son contraire qui caractérise la réalité aliénée du spectacle. C'est pour cela que Debord refuse d'opposer abstraitement le spectacle et la réalité vécue, puisque celle-ci est envahie par le spectacle qui la remodèle à son image. Je cite la thèse 8, « Chaque notion ainsi fixée n'a pour fond que son passage dans l'opposé. La réalité surgit dans le spectacle et le spectacle est réel. » Cette double aliénation croisée culmine dans l'effacement des limites entre vérité et non-vérité, dans l'inversion de leur rapport, ainsi décrite par une très célèbre thèse du spectacle, la thèse 9 que tout le monde connaît. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Debord a fait savoir par la suite aux moins cultivés de ses lecteurs qu'il avait ici détourné un énoncé de la préface de la Phénologie de l'Esprit. Mais on ne saurait trop souligner les conséquences dévastatrices de ce détournement. Hegel affirmait en effet, si on jette un regard sur le texte originel, détourné par Debord, Hegel affirmait en effet, je cite, que l'on ne peut pas dire que le faux constitue un moment ou une partie de la vérité. Ce n'est plus en tant que faux que le faux est un moment de la vérité. La démarcation traditionnelle entre le vrai et le faux et le privilège de la vérité ne sont donc pas entamés chez Hegel, car le faux se soumet à la puissance du vrai en se laissant intégrer et dépasser comme un simple moment dans l'automouvement du concept absolu. Lorsqu'il inverse ce primat du vrai sur le faux, Debord ruine l'optimisme hegelien. Désormais, une toute-puissante illusion serait capable de triompher de la vérité, de l'anéantir en l'absorbant totalement dans la contre-vérité. Alors, il se peut que ces deux déterminations du spectacle engagent deux orientations incompatibles. Alors que le principe de contradiction nous appelle à penser la société du spectacle dans sa division interne, son déchirement, à rechercher au sein même de cette société les forces qui pourraient lui résister,
En revanche, le principe de réversibilité interdit d'envisager une opposition au spectacle qui ne se laisserait pas tôt ou tard capter par lui, retourner à son service. Comme on dit dans le langage des services secrets, qu'on a retourné un agent pour en faire un agent double, etc. Mais aussi comme on retourne un gant. Donc ce principe de réversibilité se présente comme un principe de contamination généralisée qui permet au spectacle de faire intrusion dans tous les domaines de la vie en neutralisant et en inversant toute résistance possible. Les publicitaires se plaisent aujourd'hui à utiliser les emblèmes des révolutions prolétariennes du passé pour faire la réclame d'une marque de chaussures de sport, c'est Nike que j'avais en tête, ou d'un fournisseur d'accès à Internet. Il ne faut ainsi qu'illustrer cette loi du spectacle, que toute vérité peut être prise en otage par la non-vérité. Tant que Debord tiendra ensemble les deux principes, tant qu'il persistera à privilégier les contradictions du spectacle sur la réversibilité de ses limites, il continuera de prophétiser la chute immanquable de toutes les cités d'illusions. Lorsque dans sa pensée, sinon dans la réalité, j'y reviendrai, le principe de contamination le remportait sur celui de contradiction, alors le concept de spectacle devrait être profondément remanié pour tenir compte de la résorption totale du vrai dans le faux et du réel dans l'image. La notion de spectaculaire intégré allait y pourvoir, puisqu'elle signifie que le spectacle s'est désormais, je cite, intégré dans la réalité même, de sorte que cette réalité, maintenant, ne se tient plus en face de lui comme quelque chose d'étranger. Plus rien ne peut donc résister, désormais, à son emprise, et la possibilité même d'une démarcation entre vérité et illusion a entièrement disparu dans le règne du faux sans réplique. Par rapport à la société du spectacle, les commentaires de 88 marqueraient donc une régression théorique, un abandon du principe de contradiction au profit du seul principe de réversibilité. À moins que ce soit la réalité elle-même qui n'ait entre-temps régressé, et que la notion non dialectique de spectaculaire intégré soit plus à même de rendre compte du désastre de l'époque, en affirmant que dans le monde du secret généralisé, le vrai a cessé d'exister presque partout, Debord n'aurait fait que prendre acte d'une défaite historique de la vérité. La plasticité du concept théorique de spectacle correspond bien à des traits réels du spectacle contemporain. Sa tendance à l'expansion indéfinie, son extension à des sphères toujours plus vastes de l'existence, et par-dessus tout sa capacité à intégrer et à absorber tout ce qui semblait le contester ou l'excéder. Cette ruse de la raison spectaculaire s'est manifestée récemment de différentes manières, souvent inattendues. Dans les années qui ont suivi la mort de Debord, nous avons assisté à la transgression par le spectacle de toutes ses limites traditionnelles. Deuxièmement, à ses tentatives pour faire participer activement les spectateurs à leur propre aliénation. Et enfin, troisièmement, à une mise en spectacle toujours plus poussée de la vie quotidienne. Et enfin, à une autocritique spectaculaire du spectacle sous la forme d'une profanation permanente. Alors ça, c'est une chose que Yann Siré avait évoquée hier. Enfin, c'est évoqué dans le débat d'hier soir, notamment, par Yann Siré et par Vincent Kaufmann. Et d'autres aussi. Bon, si on analyse en détail, je passerai assez rapidement sur ces points, mais ce que pourraient être des nouveaux commentaires sur la société du spectacle. En gros, si un jour quelqu'un a l'audace de les écrire. Bon, les avant-gardes du XXe siècle, s'imaginer que la subversion des interdits imposés par la société bourgeoise parviendrait à ébranler sa domination. La foi en une révolution sexuelle capable de contrer l'énergie mortifère du fascisme, le projet d'un théâtre de la cruauté où la mise en scène de l'horreur et du meurtre aurait un effet cathartique, l'invocation d'un élément hétérogène dans les expériences limites de l'orgie et de l'extase, toutes ces propositions de Wilhelm Reich, d'Artaud, de Bataille, n'avaient de sens que dans une phase primitive de la société spectaculaire marchande, encore corsetée par des interdits hérités du passé. Lorsque cette société atteint son plein essor, ses barrières sautent d'elles-mêmes, et la censure puritaine du code Heiss cède la place à la fabrication industrielle du porno. De même qu'en se mondialisant, les flux du capital ont balayé tout ce qui pouvait leur faire obstacle, de même le spectacle ne cesse de repousser toujours plus loin les frontières du visible et du dissible, en faisant bien sûr passer cela pour une libération, pour une audacieuse transgression. Il ne se contente plus de proclamer que ce qui apparaît est bon, citation du spectacle, ou à sa manière Debord détourne tout ce qui est rationnel et réel de Hegel. Désormais, ce que le spectacle présente comme le bien absolu, c'est de faire apparaître tout ce qui était auparavant caché.
à quelque point que puissent en rougir les hommes, la tâche de la philosophie de tout dire. C'est ce que disait Sade dans son essai sur les romans. Cette devise, scandaleuse en son temps, le spectacle contemporain s'en est emparé en la changeant en impératif de tout montrer. Plus rien n'échappe à cette exhibition, ni la sexualité la plus hard, ni l'horreur la plus gore, et la mise en spectacle du meurtre est l'ultime tabou que l'on se ferait une gloire de transgresser, si ce n'est pas déjà fait. Programmée de cette manière, l'exhibition spectaculaire de l'érotisme ou de la cruauté désamorce totalement leur charge subversive. Au lieu d'arracher le spectateur à sa quiétude, elle provoque chez lui une torpeur plus profonde, elle l'anesthésie. Cette apathie que revendiquait fièrement le libertin sadien, cette indifférence à la souffrance d'autrui que Himmler exigeait de ses SS, sont devenus le lot du téléspectateur moyen. Un courant de la philosophie américaine a manifesté récemment son mépris envers la vérité en déclarant qu'elle est redondante. L'énoncé « il est vrai qu'il fait beau » aurait exactement le même sens que l'énoncé « il fait beau », de sorte que l'on pourrait se passer sans dommage de toute référence au vrai. Or, sous l'emprise du spectacle, ce n'est pas seulement la vérité, c'est la réalité même qui devient redondante, qui se réduit à un simple effet de réalité privé de sens. L'exemple limite du snuff movie, je pense que vous savez ce que c'est, illustre cette redondance. Il peut en effet sembler inutile de torturer à mort des victimes réelles en filmant leur agonie, c'est ce que censé faire le snuff movie, puisque les mêmes images pourraient être obtenues à moindre frais au moyen de quelques trucages. Mais le snuff movie ajoute à ces images la plus-value de jouissance que procure l'effet de réalité, à savoir l'affirmation vide, d'ailleurs totalement invérifiable, que ce qui a été filmé a réellement eu lieu. Là où l'hémoglobine ne se distingue plus du véritable sang, la réalité de la blessure perd son sens et la mort elle-même devient un trucage. Le principal grief que Debord adressait au spectacle, c'est d'être contemplatif, de maintenir le spectateur dans sa passivité, de l'amener donc à s'identifier passivement à des vedettes, de rendre ainsi impossible tout dialogue, toute communication authentique. Je me réjouis de voir qu'au moins 5 ou 6 personnes dans ce colloque ont repris la fameuse formule « le spectacle est le contraire du dialogue », qui pose beaucoup de problèmes. Debord lui reprochait enfin d'occulter le vécu individuel de la vie quotidienne, qui reste, disait-il, sans langage, incompris et oublié, au profit de la fausse mémoire spectaculaire. Or, c'est ça qui est très intéressant, sous sa forme actuelle, le spectacle réfute de telles accusations, car il est devenu interactif. Il invite sans cesse les spectateurs à participer en s'impliquant activement dans son dispositif. Du coup, les vedettes qu'il exhibe ne sont plus ces spécialistes du vécu apparent que de l'énoncé Debord, car nous savons tous, dans les lofts et les châteaux de la télé-réalité, n'importe qui peut désormais accéder pour un bref moment, quart d'heure de célébrité, à la gloire du spectacle. De même, par la magie d'Internet, n'importe qui est devenu capable de dialoguer avec n'importe qui dans le monde, tandis que les webcams et les portables permettent aujourd'hui de donner en spectacle la vie quotidienne dans sa réalité la plus insignifiante ou la plus triviale. Ça, Jean-Philippe le rappelait, je crois, le premier jour. Il devient possible, il devient même banal, de tabasser, de violer, pour le seul plaisir de filmer ces hauts faits et d'en faire circuler les images. Et à vrai dire, ces innovations technologiques conservent toutes la même structure. Comme dans les jeux de rôle de la cyber-réalité, où s'évadent des millions d'adeptes, à chaque fois, programmes et images ont été élaborés par quelqu'un d'autre. Le trait fondamental du spectacle demeure donc inchangé. En regardant l'image, je vois ce que l'autre voit. Je vois le monde par les yeux de l'autre, à travers cet œil artificiel qu'est l'objectif de la caméra, ou le logiciel qui permet de créer des images de synthèse, et qui remplacera tôt ou tard la caméra. Et cet autre qui commande à mon regard demeure lui-même invisible, toujours hors champ, afin que ma vision se focalise uniquement sur ce qu'il me donne à voir. Là, je crois que ça fait écho au très très bel exposé d'Anne ce matin lorsqu'elle parlait elle nous invitait à relire la caverne de Platon en mettant l'accent sur le fait que ça se passe derrière mon dos, et que le spectacle précisément focalise sur quelque chose tout en se cachant lui-même, en cachant autre chose. C'est un petit peu ce que j'essaie de dire. Bref, ces modifications techniques les plus sophistiquées n'ont pas aboli l'aliénation impliquée par le spectacle. Elles l'ont au contraire étendue à tous les domaines de la vie, tout en la dissimulant, en faisant passer l'identification à l'autre pour un libre choix autonome et la soumission à un programme préétabli pour une émancipation.
Au lieu d'annoncer la fin de la télévision, qu'on le prédise un peu trop vite les experts, la retransmission massive de ces programmes sur Internet n'accorde aux spectateurs émancipés que la possibilité de forger librement ses propres chaînes. Ainsi, dans un contexte différent, nous retrouvons cette situation paradoxale décrite jadis par Marx, ce monde renversé, où, je cite Marx, la dépossession apparaît comme appropriation et l'aliénation comme le véritable affranchissement. Si bien que, je cite toujours Marx, le dépassement à Aufhebung de l'aliénation se change en confirmation de l'aliénation. Ceci aussi peut-être à l'adresse des deux ou trois rigolos qui sont venus hier soir diffuser une brochure anonyme sur les différentes possibilités de traduction du mot Aufhebung, mais je ne sais pas s'ils sont restés. Bon, passons. C'est une citation des manuscrits de 44, mais bon, vous savez que cette critique des faux dépassements de l'aliénation du fétichisme est un leitmotiv de Marx qu'on retrouve jusqu'à la fin. Ainsi, il devient quasiment impossible de critiquer le spectacle, puisque le spectacle se présente lui-même comme la contestation la plus résolue de la passivité, de la séparation, de l'aliénation spectaculaire. Et le spectacle ne cesse donc de se critiquer lui-même en intégrant à chaque fois ses critiques les plus radicales dans son propre dispositif. C'est ce que disait Yann Siré, je crois, hier soir dans la discussion. Les trajectoires individuelles ne font d'ailleurs qu'illustrer cette orientation, et plus personne ne s'étonne de voir un ex-situationniste, préfacier d'une traduction italienne à ce spectacle, devenir une éminence grise de Berlusconi, puis de la RAI, et finalement d'Antenne 2. Cette propension du spectacle à se contester lui-même, à tourner en dérision toute autorité, y compris la sienne, a pris la relève de la contestation réelle lorsque celle-ci s'est peu à peu épuisée. En ce sens, Jackass et les Guignols de l'info sont bien les derniers héritiers de l'IS et de mai 108. Comme les Saturnales antiques, ce triste carnaval renforce l'esclavage qu'il fait semblant de contester. Dans le nouveau culte des images, la profanation est devenue la norme. Mais loin de briser idoles et icônes, cet iconoclasme est bien plutôt la forme suprême de l'idolâtrie. Car ce sont toujours des images qui se moquent d'autres images et se font leur tour rayer et chasser par des images nouvelles. Dans la destination de l'homme, Fichte semble décrire le point d'achèvement qu'allait atteindre la société spectaculaire 2 siècles plus tard. Je cite là la destination de l'homme qui est, vous savez peut-être, publiée par Fichte en 1800. Donc je ne sais pas si ça annonce ce que va nous dire Anselm Yapp sur Debord et la philosophie allemande, mais là j'ai tenté une ouverture vers Fichte qui n'est pas courante, je crois. Je cite. « Il n'y a pas d'être. Moi-même je ne sais rien et je ne suis pas. Il existe des images. Elles sont la seule chose qui existe, des images qui passent, des images sans signification ni but. Je suis moi-même l'une de ces images. Non, pas même cela, je ne suis qu'une image confuse d'autres images. » Fin de citation. Mais cette dissolution de tout être, de tout sujet, tout sens, ne sera pas le dernier mot. Au moment où il énonce cette désespérante vérité, Fichte précise qu'elle est seulement la conséquence inévitable d'une approche scientifique, c'est-à-dire purement théorique du monde. En effet, je cite encore, « Un système de la science ne peut être qu'un système de simples images, sans aucune réalité, sans signification ni but. Mais la science n'est pas la réalité. » Pourquoi cela ? Parce qu'elle méconnaît, dit Fichte, que quelque chose de réel est situé hors de l'image. Et ce quelque chose de réel, c'est la praxis. L'exigence d'agir, la libre volonté de se créer soi-même et de créer librement, dit Fichte, un monde autre et meilleur que celui qui existe pour mes yeux. Bref, au-delà de la contemplation passive des images d'images se trouve la vérité et la vie, c'est-à-dire la praxis. Cette certitude qui passera de Fichte à Marx, Debord n'y aura jamais renoncé. Jamais il n'a cédé aux pressions des théories à la mode qui prétendent dissoudre toute réalité, toute vérité dans un pur jeu de simulacre et rendre ainsi toute critique impossible. Jamais il n'a abandonné cette affirmation fondamentale d'un point de vérité extérieur au spectacle qui serait un point de résistance à son emprise. C'est ce qui fait que, Debord, Dieu merci, n'est pas Baudrillard. Puisque la vérité peut aussi se voir dans les images, toutes les images ne sont pas spectaculaires. Tout n'est pas spectacle, et le spectacle n'est pas le tout du réel. S'il est totalisant, et parfois même totalitaire, il ne s'agit pourtant que d'une totalité négative, qui se définit par ce qu'elle exclut. Comme cette carte de l'Empire dont parlait Borges, qui serait aussi étendue que l'Empire lui-même, le spectacle s'efforce aujourd'hui de doubler le monde, à tous les sens du mot, et avec toujours plus de succès. Mais même s'il arrivait un jour à tout redoubler,
ça ne veut pas dire qu'il puisse tout absorber. Et ainsi, l'hypothèse d'un spectaculaire intégré, qui aurait entièrement résorbé en lui le réel, n'est qu'un fantasme. Il n'y a peut-être pas de hors-texte, comme disent les bons auteurs, mais il y a un dehors du spectacle. Nous avons vu que dans le monde renversé, le Verkehrte-Welt du spectacle, toute résistance est réversible. Et toute vérité peut y devenir un moment du faux. Mais il faut bien prendre garde à ceci. Cette réversibilité est elle-même réversible. Et l'inversion de la vérité peut s'inverser à nouveau en mettant l'illusion spectaculaire au service du vrai. J'en donne deux exemples très simplement. Premier exemple, alors qu'ils voulaient exhiber joyeusement leurs trophées, le bon usage d'Internet a confondu les tortionnaires d'Abu Ghraib en diffusant massivement les preuves de leur forfait. Et l'on sait, deuxième exemple, j'ai dû le citer déjà hier, qu'au plus fort des émeutes de banlieue de l'automne 2005, les dirigeants des grandes chaînes de télévision françaises s'étaient concertés pour savoir s'il ne fallait pas censurer les images d'affrontements, car leur diffusion semblait propager la révolte et encourager les émeutiers. La télévision avait enfin découvert le rôle éducatif qui pouvait être le sien. Ainsi, au moment où il paraît envelopper la société tout entière et se confondre avec elle, le spectacle se laisse retourner comme un gant. C'est un des sens aussi de la réversibilité. Et il devient une arme au service de ceux qui se révoltent contre elle. Il suffit de reconnaître qu'il y a un dehors du spectacle, un point de vérité qui résiste à son emprise, pour comprendre la possibilité d'un tel retournement. Alors comment le nommer, ce point de résistance, cet élément rebelle ? En 67, Debord n'avait aucune hésitation. L'adversaire du spectacle, de toute aliénation, de toute idéologie, la classe de la conscience, s'appelle prolétariat. C'est ce nom qui va faire défaut. Il va devenir de plus en plus évident que le second assaut prolétarien contre la société de classe n'aura pas lieu, et les commentaires de 88 peuvent se lire comme un lucide faire-part de deuil du prolétariat. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Puisque le sujet de la praxis a disparu, les traits d'ennemi s'estompent aussi. Il va devenir innommable, infigurable, chef d'orchestre clandestin retranché derrière l'écran du secret. La hantise des complots policiers, la paranoïa qui caractérise les commentaires, Kaufmann en parlait ce matin, serait la rançon délirante de la lucidité aiguë de leur auteur. Qui résistera alors à cet ennemi sans visage ? À lire les derniers écrits ou à écouter Injirum, on l'écoutera tout à l'heure, enfin on le verra aussi tout à l'heure. Un seul nom serait en mesure de tenir, celui de Debord. Sed perseverare diabolicum. Pourquoi persévérer ainsi alors que la brigade légère s'est dispersée sous les feux de l'ennemi ? Au nom de quoi s'obstiner à résister quand triomphe le faux sans réplique ? Les termes mêmes de la question donnent déjà la réponse. Ce qui résiste à l'illusion, à la non-vérité, ne peut être que la vérité elle-même. Le projet d'une critique du spectacle requiert une décision pour la vérité. À cet engagement initial, je ne sais pas s'il est éthique, métaphysique ou autre, mais c'est une décision. Cet engagement initial, Debord s'est resté fidèle jusqu'à la fin. À une époque où la plupart des philosophes déclinaient sur tous les tons le rien n'est vrai nietzschéen, avec des nuances certes, entre Deleuze, entre Derrida, Foucault et quelques autres, mais quand même. Debord occupait ainsi une position très singulière, celle d'un théoricien qui pense, qui combat au nom de la vérité, d'une vérité toujours menacée de devenir un moment du faux, une vérité qui a cessé d'exister presque partout, mais peut se voir aussi dans les images et donc réapparaître en renversant son langage sur le terrain la plus profonde d'illusion. Qu'est-ce donc que la vérité selon Guy Debord ? Si on veut le savoir, il faut s'interroger sur la négation la plus radicale. Pourquoi le spectacle est-il la plus haute puissance de la non-vérité ? Réponse, thèse 219, parce qu'il provoque le refoulement de toute vérité vécue sous la présence réelle de la fausseté. La vérité vraie est la vérité du vécu, c'est-à-dire de la vie. Ce qui résiste à l'emprise du spectacle, c'est la vie elle-même comme vérité. Et c'est là que le privilège historique du prolétariat trouve sa source. Il est la classe du travail vivant, tout en étant, dit Debord, exclu de la vie. Le prolétariat incarne pour un temps la vérité de la vie, lorsqu'elle se laisse exclure d'elle-même, inversée et dominée par l'effort de l'illusion et de la mort. Mais seulement pour un temps. Et Debord le pressentait sans aucun doute. On n'a pas assez remarqué que lorsqu'il définit le sujet de l'histoire, thèse 74, il évite soigneusement de mentionner le prolétariat, car ce sujet, dit-il, est le vivant se produisant lui-même. C'est encore une thèse qui a été citée à plusieurs reprises dans le colloque, et c'est une thèse essentielle.
il y a plusieurs demeures dans la maison de la vie. Prolétariat n'en est que l'un des noms possibles, un nom provisoire de la vie comme sujet. Et je pense qu'il faut entendre ça comme une bonne nouvelle. Dans ce désert des Tartares où les guetteurs sont lassés d'attendre sans fin le fameux second assaut prolétarien, d'autres forces vives sont déjà à l'œuvre. Si Debord semblait penser dans ces dernières années qu'il était le dernier sujet, le dernier vivant dans un monde de spectres, tout porte à croire que cette période glaciaire est déjà révolue, que la vérité vivante se fraye de nouveaux chemins, invente de nouveaux modes de résistance à son inversion spectaculaire. Cette époque nouvelle, cette vérité qui vient, en appelle à une nouvelle théorie critique. Et rien n'obligera à se soumettre aux préjugés métaphysiques qui pesaient encore sur la pensée de Debord. Relisons ce passage où il définissait le sujet de l'histoire. Celui-ci, là je cite intégralement, c'est donc la thèse 74, ne peut être que le vivant se produisant lui-même, devenant maître et possesseur de son monde, qui est l'histoire. Toute une série de questions. Le vivant se réduit-il forcément au producteur? Qu'il se donne à lui-même en venant à chaque instant à la vie, ça signifie-t-il qu'il est à se produire lui-même? Que la force de la vie se manifeste avant tout comme force productive du travail vivant, comme le croyait ce fidèle disciple de Marx. Maître et possesseur de son monde. Personne, me semble-t-il, n'a remarqué ce détournement de la dernière phrase du discours de la méthode. Debord était donc cartésien, précisément parce qu'il était l'héritier de Hegel et de Marx, parce qu'il était l'un des derniers représentants, peut-être le dernier d'ailleurs, de la philosophie des temps modernes qui définit la subjectivité comme domination de la nature et de l'histoire, comme appropriation et réappropriation de soi et maîtrise du monde. Mais, question, les vivants doivent-ils devenir maîtres et possesseurs de leur monde, ou plutôt chercher à l'habiter de manière humaine, en essayant de le protéger, de le défendre contre les forces qui menacent de le détruire? Identifier la vie du vivant, la subjectivité d'un sujet, comprise comme autoproduction et comme volonté de maîtrise, revient immanquablement à identifier la vie à l'activité, à assimiler donc toute passivité à une aliénation, à une trahison de la praxis, à un mal radical, comme le faisait déjà Fichte d'ailleurs. Bon, certes, la philosophie a versé aujourd'hui dans l'excès inverse, en France comme en Allemagne ou ailleurs, en proclamant, bon, quelques phrases bien connues, on pourrait en trouver d'autres, qu'il n'y a rien à faire sinon attendre, ou encore en faisant l'apologie d'une passivité préoriginaire, ou enfin d'une démobilisation taoïste ou euro-taoïste. Bon. Ainsi, la philosophie contemporaine conforte les hommes dans leur penchant à courber l'échine devant le malheur. C'est ce qu'Adorno reprochait déjà à Heidegger. Bon, Lévinas, Sloterdijk et quelques autres ont continué dans cette voie. Je dirais donc que si, dans un monde asservi, il est bon de rappeler la possibilité toujours ouverte de la révolte et de l'action. Parenthèse, il y a exactement un an, c'est ici même au grand scandale de mes amis lévinassiens, ce que j'ai essayé d'articuler dans le colloque Lévinas en disant quand même que, bon, en insistant aussi lourdement qu'il le fait sur la passivité absolue, etc., Lévinas s'interdisait par principe toute révolte contre l'oppression. Il désavouait par principe la révolte des ghettos. Mais bon, fin de la parenthèse. Bon, revenons à Debord. Voilà, mais alors, le problème c'est ça, voilà, il est bon de rappeler, comme le fait Debord, la possibilité de la révolte et de l'action. Mais cependant, l'activisme fichtéen de Debord fait offense à la passivité apparente des victimes, celle des opprimés qui n'ont pas encore trouvé le chemin de leur délivrance. Et, inversement, il méconnaît tout autant la possibilité d'une aliénation active, d'une praxis aliénée, participant frénétiquement à sa propre aliénation, qui est le nec plus ultra du spectacle interactif contemporain. Ainsi, vous le voyez, la ligne de démarcation tracée par Debord entre le spectacle et la praxis ne recoupe pas en tout point l'opposition entre la passivité et l'activité. C'est une des limites, je crois, de la pensée de Debord. Cette démarcation coïnciderait plutôt avec cette autre démarcation qu'il opère, la frontière qui sépare le vivant du mort. La première définition du spectacle qu'il donne dans son livre, d'ailleurs celle-ci, il est, dit-il, dès la thèse 2, c'est dès le début, il est l'inversion concrète de la vie, le mouvement autonome du non-vivant. Il est, dit-il un peu plus loin, thèse 10, une négation de la vie qui est devenue visible. Ainsi, lorsqu'il fait intrusion dans la vie, et d'abord dans la vie quotidienne aliénée, pour la soumettre à son emprise, c'est donc le mort qui saisit le vif, mais en se faisant passer pour la pulsation même de la vie. Là, une citation, d'ailleurs non détournée, de Hegel. Bon, là, Debord signale que c'est du Hegel, nous en donne la formule.
c'est dans la thèse 215, le spectacle est la vie de ce qui est mort, se mouvant en soi-même. On le retrouve d'ailleurs une discussion qui s'était amorcée après l'exposé de David Zerbib hier sur la présence, la vie, etc. Donc voilà, le spectacle est donc un mort-vivant, simulant le mouvement de la vie. C'est donc un spectre. Et l'étymologie nous invite à nouer, sous l'horizon de la vision, la spéculation, financière ou philosophique, le spectacle et le spectral. Alors ce serait le lieu, si on avait le temps, mais on n'a évidemment pas le temps, de confronter cette question de lectures très différentes de Marx, celle de Derrida et celle de Debord. Deux versions du deuil et de la mélancolie. L'une qui se refuse de faire trop vite son deuil du fantôme et qui affirme le caractère spectral de toute vie. L'autre qui veut laisser les morts enterrer les morts pour permettre à la vie de se délivrer des illusions mortifères qui la rongent. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux penseurs? À mon avis, c'est la méfiance de l'un, la confiance de l'autre envers la possibilité de démarquer radicalement la vie de la mort et la vérité de la non-vérité. Donc de déceler, sous le voile du spectre ou le masque du fétiche, la chose même, la vérité de la vie. Question, faut-il dire que le plus radical des deux est aussi le plus naïf, le plus métaphysicien, ou bien que sa métaphysique, mettez ça entre guillemets, est la condition même de sa radicalité, alors que la déconstruction, par défaut de vérité, serait incapable de mettre en question le règne d'aliénation du spectacle. C'est un petit peu la critique que j'ai adressée ce matin à Deleuze à la suite de l'exposé d'Esther Horvat. Pour compliquer encore un peu plus les choses, il faudrait faire entrer en jeu Michel Henry, dont on a souvent évoqué la proximité vis-à-vis de Debord, proximité assez paradoxale pour ceux qui ont connu Michel Henry, catholique, réactionnaire, mais très proche de l'ontologie fondamentale de la vie, et de la praxis, parce qu'il avait su lire Marx, comme Debord avait su à sa manière le lire, même un peu mieux parfois. Donc là, il y a des lignes de force dans l'appréhension de la pensée contemporaine française qu'il faudrait redistribuer à partir de ça. La vérité, la vie. Bon, continuons parce que l'heure tourne. Oui, oui, c'est dur. Jacob, très rigoureux. Je t'inviterai plus là. C'est décidé, je t'invite plus. On sait que la première thèse de la suite du spectacle est un détournement de la première phrase du livre 1 du Capital. Mais Debord substitue le concept de spectacle à celui de marchandise, comme ailleurs il le substitue à celui de capital. Mais pourquoi? De quel droit peut-il affirmer, c'était cité aussi plusieurs fois dans ce colloque, que le spectacle et le capital a un tel degré d'accumulation qu'il en devient image? Il n'est donc pas une marchandise parmi d'autres dont l'achat et la vente permettraient à ses propriétaires d'accumuler du capital. Il est la forme ultime, la phase ultime de la forme marchandise. Donc question, pour moi c'est une vraie question. Quel lien y a-t-il entre l'accumulation du capital dont parle Marx et cette production massive d'images qui caractérise le spectacle contemporain? Selon Marx, la forme marchandise apparaît toujours de manière inversée, mystifiante, dans un monde ensorcelé, perverti, Ferkert, où Monsieur le Capital danse sa danse macabre. Inversion, perversion, sortilège, fantasmagorie, fantôme. C'est toute l'identité du spectacle et du spectral qui s'annonce déjà lorsque Marx décrit le mode d'apparition de la marchandise et du capital. C'est la dimension shakespearienne qu'il y a chez Marx. Ce qui constitue cette fantasmagoriche forme est un processus de réification, le terme est chez Marx, contrairement à ce qui a été dit avant-hier, où des rapports sociaux se présentent illusoirement comme des rapports entre de simples choses. Or, une même illusion semble déjà à l'œuvre dans le phénomène de la vision, dans le phénomène le plus élémentaire de la vision. Là, je dois dire que moi, ce colloque m'aura appris quelque chose, c'est qu'il m'aura obligé à relire Marx, à trouver une chose que je n'avais pas vue, que personne, je crois, n'a vue à ma connaissance. Lorsqu'il analyse le caractère fétiche de la marchandise, Marx compare cette réification à la tendance propre à la vue à transformer en chose de simples impressions sensibles. Je cite Marx, livre 1, première section du Capital. C'est ainsi que l'impression lumineuse d'un objet sur le nerf optique ne se présente pas comme une excitation subjective du nerf lui-même, mais comme la forme sensible de quelque chose qui existe en dehors de l'œil. Parenthèse, mais là on ne peut pas développer, c'est toujours en se référant au modèle de la vision, mais là à l'inversion des images projetées sur la rétine, que Marx tente dans l'idéologie allemande de rendre compte du renversement des rapports qui s'effectuent en idéologie. Bon, mais laissons ça de côté. En tout cas, bon, si on suit ce texte de Marx, très connu, mais méconnu parce qu'il est très bien connu, bon, le mode d'apparition du capital se plierait à une loi fondamentale du regard, à une folie de la vision qui réifie tout ce qu'elle vise.
Et la transformation ultime du capital en spectacle ne ferait alors qu'intensifier cette folie spéculaire spéculative, qui va devenir le mode d'apparition universel de la société tout entière. En ce sens, bon, si on suit cette ligne d'interprétation, il faudrait dire que le capital est déjà image, autofiguration défigurée de sa propre réalité. Ou plus exactement, il s'agirait d'une illusion au deuxième degré, de l'image pervertie et réifiée, d'une image visuelle déjà réifiée. Et il en va de même du spectacle selon Debord. S'il se présente comme la forme accomplie du fétichisme de la marchandise, il est d'abord un dispositif destiné à faire voir. Et c'est pour cela, dit Debord, qu'il trouve dans la vue son sens humain privilégié, on pourrait ajouter dans la télévision son médium le plus efficace. À la détermination historique du fétichisme du capital ou du spectacle, celle d'une illusion qui est apparue historiquement et qui pourrait donc disparaître un jour, Marx et Debord superposent ainsi une autre détermination qui réinscrit cette illusion dans les conditions mêmes de la vision. Bon, je n'ai pas 10 petites minutes. Sa détermination fondamentale du spectacle et de la vue elle-même, comment la désigner? Debord parle au moins une fois, bon, c'est le paragraphe 67, d'un abandon mystique à la transcendance de la marchandise. Ce passage assez intéressant où il analyse le culte des porte-clés, mais peu importe. Donc, transcendance, voilà. Il ne s'agit pas d'une simple coquetterie de style. En effet, à la différence du toucher, ou même de l'ouïe, la vue est le sens de la transcendance, un sens extatique qui nous projette hors de nous-mêmes dans l'horizon du monde, en transformant des impressions visuelles immanentes en perceptions d'objets extérieurs. Le monde de la vision se fonde ainsi sur une foi perceptive, sur la croyance en la réalité de ces objets. Et l'adhésion fascinée du spectateur aux images du spectacle ne fait donc que redoubler une urdoxa, une croyance primordiale. La vision, vous voyez, bon, pour donner le nom de l'auteur que j'ai en tête ici, la vision, disait Merleau-Ponty, est toujours vision à distance. En ce sens, introduisant un peu de grec dans le français, toute vision est télévision. Et les machineries du spectacle n'ajoutent rien de plus à cela qu'un dispositif purement technique, une prothèse oculaire qui reproduit la structure extatique de la vision. À ceci près, et là c'est très important de marquer le coup, à ceci près qui fait toute la différence, c'est qu'on a affaire dans le cas de la télévision, comme le rappelle Debord lui-même, à une image construite et choisie par quelqu'un d'autre. C'est lui qui souligne. Image qui devient, dit-il, le principal rapport de l'individu au monde qu'auparavant il regardait par lui-même. Et ça c'est très très important. Ça évite de naturaliser le spectacle et d'en faire une condition inévitable, indépassable de toute vision. Ce qui est parfois d'ailleurs le défaut de Lacan, peut-être, mais passons. À la croyance initiale qui imprègne toute vision, le spectacle adjoint donc une croyance seconde, puisqu'il m'impose d'adhérer au point de vue de l'autre, de voir le monde à travers les yeux de l'autre, comme si je le voyais de mes propres yeux. Lorsque le regard de l'autre se substitue à mon regard, l'inversion visible de la vie atteint son paroxysme. À la transcendance du voir, à l'aliénation originaire qu'elle implique, le spectacle surajoute une autre aliénation. Mais, ça c'est le point très important qu'il faut souligner, à la différence de la première, celle-ci a une base historique et sociale. Et donc rien n'interdit de penser qu'elle puisse disparaître, si sa base venait un jour à être renversée. Bon, ce qui n'est évidemment pas le cas de la structure extatique de la vision, qui est coexistante à la vision elle-même. Bref, si cette base était renversée, là où scintille aujourd'hui les leurres du spectacle, c'est la vérité qui se donnerait à voir dans les images. Comment est-ce possible? Puisque toute vision et toute image impliquent forcément une part d'illusion et d'aliénation, comment pourrait-elle donner à voir de la vérité? La folie de la vision, c'est sa transcendance qui m'arrache à moi-même pour me jeter dans un monde d'objets. La vraie vie est ailleurs, hors du plan de la vue, sur un plan d'immanence où une vie invisible se donne aveuglément à elle-même. On retrouve Henri, peut-être Deleuze, mais j'en suis pas sûr. Enfin, bon. Le spectacle est précisément l'inversion de cette vérité vivante. Il est le cheval de Troie de la transcendance dans l'immanence, l'intrusion en elle du dehors, de l'autre, de la mort. Une fausse vie spectrale faisant irruption dans ma vie. Mais de quelle vie s'agit-il? Et là, il est très remarquable que Debord associe le refoulement de la vérité à l'écrasement du moi. Je cite la thèse 219, qui a déjà été citée aussi par plusieurs personnes.
Le spectacle, qui est l'effacement des limites du moi et du monde par l'écrasement du moi, est également l'effacement des limites du vrai et du faux par le refoulement de toute vérité vécue. Voilà. Le fondateur de l'IS est bien l'ultime héritier de Descartes. Car cette vie inversée, pétrifiée par le malin génie du spectacle, n'est rien d'autre que ma vie. Une vie singulière, toujours mienne, dépossédée d'elle-même et qui désire revenir à soi en surmontant son aliénation. À cette force de vie, le nom de je ou de moi, j'ai du mal à distinguer je et moi, convient plus encore celui de prolétariat ou de n'importe quelle entité collective. Et cela, Debord le savait déjà lorsqu'il écrivait La Société du spectacle. En effet, j'avais déjà cité ça ce matin en réponse à l'exposé de Vincent Kaufmann qui disait que dans La Société du spectacle, le mot « je » n'apparaît pas. Non, au moment de nommer le sujet qui devra émerger de la lutte, paragraphe 52, ce n'est plus Hegel ou Marx qui le détourne, mais Freud. Là où était le « ça » économique, doit venir le « je ». Il s'égare donc tout ce qui oppose le Debord révolutionnaire des années 60 au styliste des dernières années, en privilégiant tantôt l'un, tantôt l'autre. Ça, il faut absolument sortir de l'antinomie, je crois. Entre la société du spectacle et panégyrique, il n'y a aucune rupture, aucun repli narcissique, mais la réaffirmation d'un même principe dans des conditions historiques différentes. C'est l'unité de la vérité, de la vie et du je qui l'oppose constamment aux forces de l'illusion, de la mort et de l'autre, que ce jeu puisse s'identifier pour un temps à la classe sujet de l'histoire ou à une avant-garde révolutionnaire, ou qui se confondent finalement avec l'aventure singulière de Guy Debord. Là, je cite Panégyrique. « Rien n'est plus naturel que de considérer toute chose à partir de soi, choisi comme centre du monde. On se trouve par là capable de condamner le monde sans même écouter ses discours trompeurs. » Au-delà de la provocation, etc., j'entends ceci. Cet égocentrisme que l'on reproche si souvent à ces derniers écrits consiste en fait à affirmer un sujet vrai, qui serait capable de résister à la non-vérité du monde, comme il convient à un héritier de Descartes, mais j'ajouterais d'un Descartes qui n'aurait jamais consenti à reconnaître la vérité de l'autre. Donc là, peut-être qu'il y a peut-être aussi une limite de Debord, mais ça, il faut en discuter. Bien, en conclusion, nous voilà à nouveau au cœur de l'énigme, au cœur de l'aporie auquel se heurtent tous les penseurs d'une immanence radicale. Cette vérité invisible, purement immanente, comment serait-elle passée sans se trahir dans la transcendance du visible? Que la vérité puisse se voir aussi dans les images, j'ai déjà dit, il l'écrivait dans La vie précédant le tome 2 de Panégyrique, paru après sa mort en 97, je crois. On sait que ce tome 2 se compose essentiellement d'images. Plans de ville, vues aériennes de Paris, comics détournés, il y a une caricature de Hegel, et surtout photos de ses anciens amis, de ses amours, des lieux où il avait séjourné. Qu'est-ce qui se montre dans ces images floues, ces impasses, ces quais désertés? La vraie vie absente. La vérité d'une vie invisible qui ne peut se donner à voir que comme absente, infigurable, toujours déjà passée. Comme l'écran noir des hurlements en faveur de Sade, mais par d'autres voies, cet album nostalgique nous révèle l'impossibilité de faire voir l'invisible sans le défigurer. Faute de présenter immédiatement la vie, il la laisse entrevoir en négatif, à tous les sens d'expression, photographique et dialectique, à travers les images de sa disparition. Esthétique négative, au sens où l'on parle de théologie négative, qui ne pouvait donc s'achever que par une négation radicale, par cet auto-da-fé, où, selon la volonté de Guy Debord, furent détruits au soir de sa mort les manuscrits des tomes suivants de son panégyrique, ceux qu'il avait appelé apologie, je crois, ceux où, là je le cite, plusieurs détails encore obscurs devaient être enfin élucidés. Je vous remercie. Je remercie Jacob qui montre qu'il a même le talent de tenir à peu près ses délais. Et je donne immédiatement la parole à Frédéric Nérat. C'est le public d'une salle de cinéma. 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 Salle de cinéma.